Donc, juste pour mémoire, donc c'est une maladie auto-inflammatoire osseuse, je pense que vous savez tous, qui est une maladie rare, qui est une maladie essentiellement pédiatrique et qui a je ne sais pas comment il faut l'appeler, une copine ou quelqu'un qui, enfin, une forme qui ressemble, on va dire, qui est le SAPHO. Alors, ce PNDS, on a choisi finalement de ne pas l'aborder beaucoup, le SAPHO, et j'en parlerai pas là, mais il y a quand même un paragraphe sur le SAPHO dans ce PNDS. Mais l'idée étant que chez l'adulte, le SAPHO serait plutôt une forme de spondylarthropathie et qu'il faut renvoyer au PNDS sur la spondylarthropathie. Et puis, c'est pas évident que ça soit vraiment la CRMO soit une forme pédiatrique de SAPHO. Donc, voilà, ça pourrait être discuté, mais c'est en tout cas comme ça qu'on l'a conçu. Donc, moi, je vous parlerai surtout de la CRMO. Et l'idée étant dans cette maladie donc que il y a donc comme vous savez un déséquilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires en faveur des cytokines anti-inflammatoires et que surtout que c'est des maladies qui sont pas reconnues et il y a un délai diagnostique qui est à peu près de 1 an, enfin qui peut aller de 0 à 15 ans. Et donc l'idée c'était surtout de faire en sorte que cette maladie soit connue et qu'elle soit déjà reconnue. Donc, c'était ça nos objectifs. Donc, la première chose, c'était d'essayer de savoir quand est-ce qu'il fallait évoquer le diagnostic de CMR et de bien décrire la clinique, de savoir quels étaient les examens qu'il fallait prescrire, de savoir évaluer les gravités et notamment la gravité rachidienne, bien sûr de faire l'annonce et de présenter les différentes prises en charge, donc ça je ne vais pas en parler, et puis d'essayer de poser des indications thérapeutiques. Alors, quand évoquer une OCMR, c'était ça qui nous paraissait très important, et notamment pour les pédiatres généralistes aussi. Il y a devant des douleurs osseuses et essayer un peu de leur montrer que c'est des douleurs osseuses qui sont souvent prises pour des douleurs de croissance. Alors pourquoi? Parce que c'est des douleurs qui sont plutôt inflammatoires, qui peuvent avoir de temps en temps des gonflements en regard, mais c'est peu fréquent, qui peuvent avoir de temps en temps de l'arthrite, mais c'est quand même peu fréquent. Qui sont le plus souvent multifocales, mais qui peuvent être unifocales, mais on sait que dans l'évolution, elles deviennent multifocales. Et surtout, ces douleurs inflammatoires osseuses, elles touchent essentiellement les membres inférieurs. Et dans de rares cas, elles touchent la clavicule et la mandibule, qui sont des atteintes spécifiques de l'ECMR, mais qui sont quand même plutôt rares. Et donc, vous voyez, comme ça atteint les membres inférieurs, que ça réveille la nuit, et ben, ça ressemble parfois à ce qu'on a chez l'enfant et qui s'est étiqueté douleur de croissance. Alors, la différence avec ces douleurs de croissance, c'est qu'elles sont récurrentes. Une douleur de croissance, ça survient pas tous les jours, pas toutes les nuits, alors que là, c'est des épisodes qui durent quelques jours, voire quelques semaines, et effectivement qui peuvent rentrer dans l'ordre, mais qui perdurent dans le temps. Et la deuxième chose, c'est que dans plus de la moitié des cas, c'est associé à des manifestations extra-osseuses, et notamment des manifestations cutanées. Le terrain est très important. Ça touche essentiellement les jeunes filles et les préadolescents, donc c'est autour de l'âge de 10 ans, et il y a un sexe ratio en faveur des filles, ce qui n'est pas du tout le cas de ces espèces de douleurs de croissance qui surviennent souvent chez les enfants de 4-5 ans. En termes de manifestations extra-osseuses, on a insisté un peu sur le fait qu'il fallait les rechercher, que souvent elles sont pas recherchées puisqu'elles peuvent survenir avant l'atteinte osseuse, mais elles peuvent survenir aussi au cours de la maladie. Elles sont essentiellement, donc c'est la l'atteinte cutanée qui est la plus fréquente, avec celle qui est bien connue, c'est la pustulose palmoplantaire, le psoriasis, l'acné sévère, notamment l'acné conglobata, que les adultes d'ailleurs connaissent bien parce que c'est ça qu'on retrouve dans le SAPHO. Et puis il y a d'autres atteintes cutanées comme l'aphthose aussi. L'atteinte digestive est très souvent associée. Et puis après, on a des atteintes beaucoup plus rares il y a des cas d'uvéite décrits, et puis il y a des cas de vascularité qui ont été décrits. L'autre chose qu'on peut retrouver, c'est des formes qui ont une atteinte systémique. Et on peut retrouver, alors selon la littérature, entre 5 ou 20% de patients qui ont des fièvres lors de ces épisodes de douleurs osseuses inflammatoires. Donc ça, c'était pour la partie clinique, vraiment réinsister sur le tableau clinique et quand est-ce qu'il faut que ça alerte. Les examens paracliniques, mais finalement, il n'y en a pas tellement. Donc, c'est bon ton de faire une UM, une CRP pour essayer de rechercher un syndrome inflammatoire, mais vous voyez qu'il n'est pas toujours présent, hein, qui est assez inconstant.
mais c'est plus en fait pour les diagnostics différentiels dont on parlera plus tard et plutôt éliminer un cancer, voilà, parce que la NUM, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de leucémie. Et puis, les facteurs antinucléaires, la HLA-B27, finalement, on ne sait pas tellement si ça a de la place parce que ce n'est pas tellement plus associé dans l'OCMR. Après, on a voulu insister sur l'importance de l'imagerie. C'est un diagnostic radiologique et donc l'imagerie qui doit être faite quand on y pense, c'est l'IRM corps entier qui est vraiment le gold standard qui permet de rechercher le fait que ça soit multifocal parce que parfois cliniquement le patient se plaint d'un endroit et c'est l'IRM corps entier qui va montrer qu'en fait il y a une atteinte multifocale et qui va permettre de détecter des lésions infracliniques ou infraradiologiques. Donc ça c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté. Et bien évidemment, dans l'imagerie, on a aussi mis qu'il fallait la radiographie standard rester toujours indiquée parce qu'on voit parfois des lésions, mais là, j'en parlerai pas plus. Je voulais insister sur l'IRM corps entier. Alors, l'IRM corps entier, il doit y avoir des séquences T2 avec saturation de graisse et T1. L'injection de produits contraste n'est pas vraiment utile et on a insisté sur le fait qu'il fallait avoir des hypersignaux T2 qui devaient être confirmés en T1. Alors ça, c'est particulier à la pédiatrie parce que vous savez que la moelle osseuse est en croissance et donc il y a de la moelle rouge et la moelle rouge peut apparaître en hypersignal T2. Donc ça, on trouvait que c'était important d'insister que quand vous avez un hypersignal T2, il faut vraiment qu'il y ait un hyposignal T1 pour considérer que cet hypersignal est réel et que ce n'est pas juste de la moelle rouge. Sur l'IRM, on voit donc un œdème osseux de la médulaire. On peut avoir très souvent une infiltration des parties molles. Et le diagnostic différentiel de l'OCMR, surtout quand c'est unifocal, c'est l'ostéomyélite infectieuse et où il y a une infiltration des parties molles. Et la différence dans l'OCMR, c'est que l'infiltration des parties molles, il n'y a pas de collection, ce qu'on retrouve dans l'infection. On peut avoir aussi un épaississement périosté et souvent, ces atteintes sont dans plus de la moitié des cas retrouvées au niveau de la métaphyse des os longs et la localisation est très importante. Si c'est diaphysaire, vraiment, on insiste pour dire qu'il faut rechercher autre chose. Et dans le tableau classique, c'est bilatéral et symétrique. On a aussi insisté sur l'atteinte rachidienne, qui est une des complications, où on retrouve donc sur l'IRM toujours cet œdème osseux, une irrégularité. On peut avoir une diminution de l'espace intervertébral, une diminution des hauteurs des corps vertébraux, comme vous voyez sur ces IRM. Et puis, on a insisté sur le fait de où était l'atteinte rachidienne. Elle est majoritairement sur le rachis dorsal. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'atteinte rachidienne de l'OCMR. Et puis, on peut avoir une atteinte du bassin, qui n'est pas si fréquente que ça, mais qui est souvent asymptomatique. Et puis, vous voyez, contrairement à la spondylarthropathie, c'est une atteinte unilatérale. Et puis, ça atteint surtout les cartilages en Y qui sont considérés par les radiologues comme des métaphyses. Donc, toujours recherché au niveau des métaphyses. Et puis, la localisation beaucoup plus rare, mais qui est très classique et que les radiologues reconnaissent bien, et donc on voulait vraiment insister dessus, qui est l'atteinte souvent unifocale du tiers interne des clavicules ou de la mandibule et qui donne cet aspect d'os soufflé sur la radio et d'IRM avec l'atteinte des parties molles que les radiologues doivent reconnaître, même s'il n'y a pas d'autres atteintes, pour essayer de diminuer le nombre de biopsies osseuses faites. Alors, donc, je vous ai dit, c'est un diagnostic qui est surtout radiologique. On a peu de critères, on n'a que c'est les critères de Johnson. Donc, on les a mis dans le PNDS, même si on espère qu'il y a des nouveaux critères un peu mieux faits qui sortiront plus tard. Mais bon, ils ont le mérite d'être là, donc il faut les mettre. Et donc, il faut 2 critères majeurs ou alors un critère majeur et 3 mineurs pour diagnostiquer une OCMR. Et on trouvait que c'était important voilà, que les gens s'en servent. Et donc, en fait, ces critères, essentiellement, ça dit si vous avez l'atteinte radiologique caractéristique, vous avez une OCMR, ou bien si vous avez les critères majeurs, mineurs, c'est surtout si vous avez des indications qu'il n'y a pas d'autres causes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leucémie, que ça évolue depuis 6 mois, qu'il y a d'autres atteintes d'antécédents familiaux ou l'atteinte pustulo-palmoplantaire. Les diagnostics différentiels, donc on a insisté aussi dessus. Alors, il y a une longue liste, mais je vous ai repris un peu les grandes cases. Donc, le diagnostic différentiel, c'est bien sûr l'infection, l'ostéomyélite, surtout quand c'est unifocal. Et puis, il y a aussi les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes. Alors, je pense que dans l'unifocal, celle qui doit ressortir, c'est l'ostéomostéoïde, qui parfois a cette atteinte unifocale,
qui peut être métaphysaire et surtout qui répond aux anti-inflammatoires. Et on peut ne pas avoir le nidus au début et on voit le nidus apparaître au cours de l'évolution. Donc ça, il faut toujours le garder en tête quand vous avez une atteinte unifocale. Et puis, il y a les tumeurs malignes et les deux qui ressortent le plus, c'est le neuroblastome et la leucémie, d'où la numération au tout début pour être sûr que vous n'avez pas d'anomalie sur votre formule sanguine. Et puis après, il y a des choses un peu plus rares et dont l'arthrite juvénile. Alors, on l'a laissé, mais pas tellement que ça soit ressemblant, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu confondu. C'est des enfants qui ont de l'arthrite, souvent. Alors, c'est vrai qu'on a de l'arthrite dans l'OCMR, mais c'est plutôt rare. Et souvent, ils peuvent avoir une atteinte osseuse comme le rhume-saut, que vous connaissez plus chez l'adulte. C'est vrai qu'on ne le voit pas tout, ou en tout cas c'est moins décrit chez l'enfant, mais ils peuvent avoir des ostéites. Donc c'est pas du tout cette atteinte métaphysaire comme on le retrouve dans l'OCMR. Voilà. Et donc globalement, l'idée c'est de dire quand vous avez un doute, quand il n'y a pas les critères typiques, quand vous avez bien fait l'IRM corps entier, parce qu'encore une fois, on insiste là-dessus, parce que souvent l'IRM corps entier n'est pas faite, de ne pas hésiter à aller à la biopsie osseuse. Et la biopsie osseuse, elle n'est pas très spécifique, elle permet surtout d'éliminer les diagnostics différentiels, et c'est une inflammation, une ostéite aspécifique. L'évolution de la maladie, elle est plutôt bénigne. La majorité des patients sont asymptomatiques à l'âge adulte, c'est une maladie que les adultes ne connaissent pas, donc on a quand même envie de se dire qu'elle guérit dans la plupart des cas, mais il y a quand même des complications possibles, notamment quand il y a une atteinte rachidienne ou quand il y a une atteinte de la clavicule de la mandibule avec des gènes esthétiques. Alors, il y a quelques cas décrits de compression neurovasculaire quand il y a une hyperostose, et puis il y avait de la fusion des cartilages de croissance qui faisaient des inégalités de longueur des membres inférieurs. Et donc, c'est l'idée de réfléchir à partir de ces complications, quels seraient les patients à traiter un peu plus fort que par des AIMS. Et bien évidemment, l'évolution, je ne l'ai pas dit là, mais il y en a certains qui deviennent des spondylarthropathies à l'âge adulte. Et donc, on a insisté, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait donner comme critère de gravité pour mieux traiter et mieux adresser ces patients. Peut-être quand ils sont très symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont multifocaux, il y a le caractère récurrent, il y a beaucoup de poussées, ils sont inflammatoires, quand il y a beaucoup de répercussions fonctionnelles et surtout quand il y a une atteinte vertébrale, on a l'impression que ça, c'est des cas qu'il faudrait beaucoup plus traiter. Au niveau des traitements, donc les indications, on a insisté sur, effectivement, c'est surtout une gestion de l'inflammation. Donc, le traitement, il est surtout à visée antalgique. Alors, certes, quand il y a un syndrome inflammatoire, c'est faire régresser le syndrome inflammatoire, mais c'est surtout antalgique, le traitement dans l'OCMR. Que l'objectif, c'est de reprendre les activités et d'améliorer la qualité de vie. Et dans l'atteinte rachidienne, c'est d'éviter les complications dont on a parlé. Alors, sur le plan des traitements, on n'a aucune AMM, donc là, il faut qu'on se mouille dans le PNDS. Globalement, on sait qu'en première ligne, c'est les anti-inflammatoires, parce que vous savez que 70% des cas, les patients répondent très bien. Et la deuxième ligne n'est pas du tout, alors chacun fait dans son centre un peu selon ses habitudes. Les deux grosses molécules utilisées en France, c'est les anti-TNF, les bisphosphonates. On a mis les autres molécules utilisées aussi dans d'autres pays. Et puis, il y a des études, en tout cas dans le SAPHO, par exemple, qui montrent que l'anti-L17, l'anti-JAK pourrait être utile. Et il y a quelques case reports qui arrivent dans la littérature. Donc, on a voulu un peu ouvrir la porte. Mais l'idée, c'était surtout de dire que peut-être la deuxième ligne de traitement, donc, il faut référer à un centre de compétences, puisque vraiment, il n'y a rien qui est établi. Et on n'a pas voulu donner des guidelines. On s'est dit vraiment, c'est d'abord dire, commencer par les anti-inflammatoires, commencer par diagnostiquer cette maladie, et puis après, s'il y a une atteinte rachidienne ou d'autres choses qui nécessitent un traitement de deuxième ligne, il faut vraiment l'adresser en centre de référence. Voilà, donc pour conclure, voilà, vous rappelez donc ce tableau de cette jeune fille avec ses atteintes osseuses, qui a des atteintes cutanées, des troubles digestifs, souvent des antécédents familiaux, que vraiment l'indispensable, c'est de faire l'IRM corps entier, c'était ça nos messages, et que bien sûr, quand on comprend rien, faut chercher et il faut aller à la biopsie cutanée. Voilà, merci beaucoup.